l'analyse de l'information. Tendance. Bonsoir tout le monde, c'est avec un grand plaisir ce soir que nous rentrons chez vous. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas Tamara, eh bien c'est bien Carl Dieudonné avec un look barbu. Eh bien ce soir, nous allons parler politique avec le conseiller politique de candidat à la présidence, pas des moindres. Il s'agit bien de M. Rénal Lubéris, qui est conseiller politique du candidat à la présidence sous la bannière de PHTK, Jovenel Moïse. Et on va parler de ce qu'il a déjà fait, le candidat, et puis on va essayer de parcourir ce qu'il a comme programme. On va parcourir le programme de M. Jovenel Moïse par le truchement de son représentant, son conseiller spécial ou son conseiller politique, M. Rénal Lubéris. Mais tout ceci après la pause. On vous revient. Retour très rapidement, comme annoncé, nouvelle édition de Tendance. Avec nous en studio, le conseiller spécial du candidat à la présidence sous la bannière de PHTK, communément appelé Nekbanan Jovenel Moïse. Et bien avec nous, c'est son conseiller politique, M. Rénal Lubéris, à qui nous disons bonjour, bonsoir, bienvenue dans les studios de Signal. Bonjour. Télésignal en particulier. Bonjour, bonsoir, merci Carl. Amis les téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà, je vous ai présenté au tout début comme conseiller politique de Jovenel Moïse. En quoi consiste ce poste-là à ce stade de cette campagne électorale, notamment dans le camp de PHTK? Qu'est-ce que vous avez comme attribution? C'est un poste qui consiste à tout faire, notamment à essayer de regarder la cohérence du programme par rapport aux besoins de la population, à essayer de regarder les stratégies politiques du candidat. En fait, c'est un poste qui englobe en réalité beaucoup de choses. Mais d'abord, être conseiller politique de candidat de la trempe de Jovenel Moïse, puisque c'est quand même le poulain du pouvoir, est-ce que ce n'est pas une fonction très sollicitée? Peut-être c'est très sollicité. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir contribuer à vendre cette vision, la vision portée par Jovenel Moïse, à pouvoir dire à la population ce qu'on a pour elle, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire pour pouvoir changer la situation des gens. Est-ce qu'on peut faire rapidement un petit coup d'œil rétrospectif de ce qu'il a déjà fait, fouler certaines rues, mener campagne? On s'en souvient de ce qui s'était passé au Cap-Haïtien. Le président était là pour l'accompagner et pour l'instant, il est en train de mener campagne à travers, je dirais, les 10 départements. Ce n'est pas chose facile, mais cependant, qu'est-ce qui vous a marqué là jusqu'à date? Une campagne électorale est généralement assez rude. Les gens peuvent ne pas imaginer combien est rude cette activité. Mais Jovenel Moïse avait déjà fait le tour des 10 départements avant le lancement officiel de la campagne électorale, dans la mesure où il a essayé de rencontrer tous les candidats aux collectivités territoriales, en fait, les candidats PHTK, les candidats en fait, aux élections législatives, etc. Donc, il a développé une proximité avec la base du PHTK et une certaine partie de la population. Ce qui m'a marqué, moi, c'est la réceptivité du message. C'est l'accueil, en fait, que la population réserve à Jovenel Moïse quand il arrive quelque part, quand il parle de son programme. Les gens voient quelque chose de très réaliste, quelque chose qui correspond à leurs attentes, et ça, c'est très émouvant pour nous. On est en train, et tout le monde le fait quasiment, à quelques exceptions près, de l'indexer comme Nekbanan. Est-ce que quand même il a d'autres atouts, d'autres cordes à son arc, Jovenel Moïse? Bon, Nekbanan, c'est pour moi symptomatique de quelque chose de très fort. Parce que qu'un candidat puisse avoir un slogan qui n'a pas été créé par lui, mais que la population lui attribue en fonction de ce qu'il a fait pour l'agriculture de ce pays, je pense que c'est quelque chose, c'est comme une récompense pour moi, qu'il soit appelé Nekbanan. Jovenel Moïse, ce n'est pas juste un projet de banane. D'ailleurs, on parle souvent de la production de bananes, mais Jovenel Moïse
produit du citron, du piment, en grande quantité, qu'il exporte, etc. Donc c'est quelqu'un en fait qui s'est donné entièrement à l'agriculture depuis maintenant plus de 20 ans. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est la vision qu'il a à travers l'agriculture pour pouvoir transformer ce pays. Parce qu'il faut un projet, comment je dirais, novateur pour ce pays. Il faut savoir utiliser les ressources dont on dispose pour pouvoir développer ce pays. Quelles sont nos ressources? On dispose de rivières, de l'eau en grande quantité, de plus de 280 rivières. On dispose de la terre qui a été au repos depuis plus de 60 ans. Donc on peut produire de l'agriculture, on peut produire de l'alimentation saine, qui est très demandée aujourd'hui. Et on a aussi une population jeune qui peut travailler. En quatrième lieu, on a le soleil. Donc si on arrive à faire la jonction entre ces 4 éléments, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle un développement endogène dans ce pays. Et c'est ce qu'il propose, Jovenel Moïse. Il nous propose un développement endogène. On ne va pas chercher en fait, sur Mars ce qu'on n'a pas. Il y a des candidats qui parlent de projets, mais on se demande s'ils sont sur Mars ou sur Terre. Jovenel Moïse part à partir de la réalité. Il regarde ce qu'on a aujourd'hui concrètement. À partir de ça, il dit on va développer ce pays. Alors, parler des 4 éléments, ça peut quand même susciter, je dirais, une dimension mystique et terre au feu. Bref, je ferme cette parenthèse. Oui, mais Jovenel n'est pas du sérail, ou bien ne l'était pas à un certain moment. On avait parlé de la première dame comme dauphine du président de la République. Et même le nom de l'ancien Premier ministre, Florent Lamotte, avait été cité. Mais finalement, on a vu que c'est Jovenel qui est sorti du lot, c'est lui qui a été choisi. Mais pourquoi pourquoi on a jeté son dévolu, là, alors le chef de l'État a jeté son dévolu sur Jovenel Moïse, précisément? Quand j'ai compris que le président Martelly allait choisir Jovenel Moïse comme candidat à la présidence, la réflexion que je me suis faite, je me dis que M. Martelly aime vraiment ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine vision pour ce pays en se disant, OK, il faut un changement dans le système politique. Alors un changement réel. Il faut un changement réel dans le système politique. Il faut un changement de mentalité. Mais en même temps, il faut une révolution économique dans ce pays. À partir de quoi, avec qui on peut faire cette révolution économique? Il y a beaucoup de gens en fait qui se postulent pour être candidats à la présidence. Il y a beaucoup de gens qui sont aux alentours de Michel Martelly qui voudraient être candidats à la présidence, comme tout Haïtien qui voudrait servir son pays. Mais Jovenel Moïse, ce qui fait la différence, c'est quelqu'un qui a une vision novatrice, mais aussi qui a su prouver ce qu'il peut faire. C'est pas quelqu'un. Il y a des gens qui parlent, qui disent on va faire. Mais on peut aussi se retrouver devant une espèce de labyrinthe. En fait, c'est un saut vers l'inconnu. C'est un homme d'action. C'est un homme d'action et les gens qui proposent beaucoup de choses nous proposent un saut vers l'inconnu. Jovenel Moïse n'est pas un saut vers l'inconnu parce qu'il a montré à travers l'exemple. Parce que dans ce pays, depuis 1804, on a un problème agraire. Le problème par excellence, le problème politique par excellence de ce pays, c'est le problème agraire. Comment résoudre ce problème? Va-t-on exproprier les petits paysans? Comment on va faire pour produire de manière intensive? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 60% de la population qui s'adonne à des activités agricoles, alors qu'on n'arrive pas à nourrir 20% de la population. Alors, là où le bas blesse, est-ce que quand même, dans son camp, bon, ça peut ne pas se faire comme prévu? Est-ce qu'il a pu quand même faire l'unanimité? Ou bien est-ce que son choix n'a pas suscité de la jalousie de tout le monde? Au début, il y a eu quelques crispations. Aujourd'hui, tout le monde se met derrière Jovenel Moïse. Toute la machine est derrière Jovenel Moïse. En plus de cette machine-là, il y a d'autres gens, au jour le jour, il y a des gens qui nous appellent, qui rejoignent l'équipe de Jovenel Moïse. Et ça, c'est très encourageant. Ça veut dire, en fait, il y a des gens qui ne le connaissaient pas encore, maintenant qui le connaissent, qui l'ont entendu parler, qui ont compris sa vision et qui aiment Haïti, qui se disent que, bon, c'est là qu'on va. C'est vers... Est-ce que toute l'équipe voit en lui un leader, quelqu'un qui peut mener un groupe à une destination X mais prévue? Il y a des qualités intrinsèques en fait chez un homme. Je pense que le leadership est une qualité qui est innée chez Jovenel Moïse. Ce qu'il a fait dans le Nord-Est, il y a des gens qui peuvent banaliser ça. Mais je pensais que vous allez faire un lapsus, je pensais que vous allez dire bananiser. C'est banaliser en fait ce qu'il a fait dans le Nord-Est. En fait, on avait des paysans qui cultivaient des lopins de terre.
Ces paysans-là étaient foncièrement attachés à leur activité, à leur propriété, qui étaient en réalité en fait des propriétés de l'État. Quand Jovenel Moïse est arrivé en leur disant que je vais vous mettre ensemble pour faire un projet, il y a des gens qui ont voulu l'assassiner, des gens, tout courir chercher manchette. Quand il leur a parlé pour vendre le projet, l'idée qu'il avait, les gens ont accepté de marcher avec lui. Et aujourd'hui, je te donne la garantie, essaye d'aller en fait dans le nord-est, au trou du nord, parler. Il faut essayer de parler aux gens. Leur demander c'est qui Jovenel Moïse. Ils vont en parler comme si c'était un messie. Parce qu'en fait, il a su mettre tous ces gens-là ensemble au bénéfice d'un projet qui allait servir tout le monde. Aujourd'hui, sur chaque $100, la fédération, parce qu'il faut savoir que ce sont des fédérations en fait, qui travaillent sur la ferme dans le nord-est, sur chaque $100, la fédération a $20. Mais il n'est pas parti de rien du tout, parce que quand même, il a été attrapé par le chef de l'État dans son projet, mais à coût de plusieurs millions de dollars, hein, quand même, c'est quelqu'un qui, jusque-là, a la chance de son côté. On peut le dire. Hein. C'est une rencontre sérendipitienne, c'est-à-dire le fruit d'un hasard qui lui a permis de rencontrer Michel Martelly ce jour, on était en 2011. Parce que ça faisait 10 ans qu'il se promenait avec un projet d'agriculture en fait. Il trimballait en fait ce projet. Et il y a un chef de l'État qui lui a dit qu'il avait 1% de chance de réussite et 99% de chance d'échec avec son projet. Raison. Parce qu'en fait, on n'y croyait pas. C'est quelque chose de novateur. C'était utopique. C'était utopique. Il y a un docteur en agronomie qui lui a dit qu'on ne pouvait pas faire pousser de la banane sur cette terre-là. Il faut souligner que lui, il n'est pas agronome. Hein, il n'est pas agronome. C'est quelqu'un qui est spécialiste en éducation. Il a une licence en sciences de l'éducation de l'université de Quisqueya. Je crois qu'il a une licence aussi en génie mécanique. Donc c'est un ingénieur et quelqu'un. Il y a cru au tout début et puis bon, aujourd'hui, on commence à voir les résultats. Il y a cru. C'est la vision en fait. La vision, l'entêtement, la résilience aussi en fait. Quand on tombe. Quand il tombe, il sait se relever rapidement et je pense qu'il y a cru. S'il n'y avait pas cru, je pense qu'il aurait été découragé. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit à sa femme, qui a appelé à sa femme secrètement pour lui dire que Jovenel était fou. Il était fou. Il était fou parce qu'en fait, il se tenait tellement en fait, à ce projet que tout le monde croyait que le projet était irréaliste. Lui, il était la seule personne à croire que ce projet était réaliste. Sur sa route, il a trouvé une autre personne qui a cru aussi que le projet était réaliste. C'est Michel Martelly. Dans des petits échanges avec lui, il n'avait à aucun moment eu cette idée-là de devenir président de la République, ou bien de devenir candidat plutôt, hein, candidat à la présidence, non pas du tout. Ce n'était pas son rêve. Il avait compris quelque chose. Il avait compris que la politique était déterminante dans ce pays pour le changement. Ça, il avait compris. Il avait voulu, dans un premier temps, être candidat au Sénat. Mais ce qu'il voulait faire, il a aussi compris qu'un sénateur ne peut pas faire ce changement qu'il voulait. Heureusement qu'il a rencontré Michel Martelly, qui a cru dans son projet, qui a cru dans sa vision, et les deux se sont mis ensemble et ils ne se sont plus jamais quittés. Voilà. Et vous-même, là, vous avez attrapé le train en marche, parce qu'à un certain moment, vous étiez conseiller diplomatique du président de la République. Vous vous êtes senti quand même interpellé par son discours, là, je veux parler de Jovenel. Absolument. Ou bien est-ce que c'est Jovenel qui a fait appel à vous? Dites-nous comment ça s'est passé. Moi, Jovenel m'a impressionné dès la première fois que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans un contexte assez spécial. Je coordonnais un voyage pour le président Martelly en Allemagne. Et Jovenel Moïse faisait partie de la délégation des hommes d'affaires qui nous accompagnaient. Et je ne le connaissais pas avant. Donc je l'ai rencontré au cours de l'organisation du voyage. C'est un voyage officiel qu'on a organisé en Allemagne. Et lorsqu'il parlait de son projet, les étrangers y croyaient tout d'un coup et les Haïtiens étaient encore sceptiques. Et les Allemands, en fait, n'attendaient pas pour dire que nous, on monte à bord. Pour réagir. Et moi-même, en fait, j'ai été agréablement surpris de voir la vision qu'il avait, de voir en fait ce projet novateur, comment on pouvait mettre des gens qui étaient en fait dispersés sur un terrain ensemble pour travailler et pour produire de manière intensive. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on arrive à produire ce changement et ça m'a tout de suite séduit. C'est ça. On va en continuer. Alors, on va en parler après la courte pause.
Jovenel, d'où provient son argent là pour mener campagne? Est-ce qu'il n'utilise pas les biens de l'État, véhicules et autres, et même des fonds de l'État quand même pour faire, je dirais, une campagne comme quelqu'un qui a un grand cachet? Oui, parce qu'il y a tellement de bruit, de rumeurs, faisant croire que Jovenel, vraiment, a certains gros cachets de l'État oui, il traîne tout ça dans sa mallette, partout, dans ses véhicules. Est-ce que tout ceci est vrai? Bon, on va en savoir un tout petit peu après la pause. Et je rappelle que notre invité en studio pour parler de Jovenel Moïse, candidat à la présidence sous la bannière de PHTK, c'est bien son conseiller politique, M. Rénal Lubéris. On revient tout de suite après. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Eh bien, comme vous le savez, avec nous en studio, c'est le conseiller politique de Jovenel Moïse. Jovenel qui est le candidat du parti au pouvoir, dit-on, mais sous la bannière de PHTK. Mais avec nous en studio, son conseiller, c'est bien M. Rénal Lubéris. Oui, avant la pause, oui, on le disait là, certains doutes, certaines interrogations sur la provenance de l'argent de campagne de Jovenel Moïse. On dit que certains ministères sont à la solde de Jovenel. Il a beaucoup d'argent. En claquant les doigts, il peut avoir 1, 2, 3 millions de dollars, ce qui peut quand même lui donner une très bonne longueur d'avance sur les autres candidats en liste. Parlez-nous un tout petit peu d'où provient cet argent-là pour mener campagne. Bon, déjà pour dire d'où provient cet argent, il faudrait que cet argent existe. Quand on regarde la rue, on voit pas beaucoup de posters de non, il y en a quelques-uns. On commence à en mettre quelques-uns, mais à la dernière minute, alors qu'en fait, il y avait des candidats qui envahissaient déjà toutes les rues de Port-au-Prince. D'ailleurs, si on regarde bien, tous les axes stratégiques, en fait, ont été déjà occupés par d'autres candidats. Oui, là, ça, je vous le concède. Parce qu'en fait, justement, Jovenel Moïse est arrivé très en retard. Est-ce que ce n'est pas une stratégie, hein? Non, ce n'est pas une stratégie. C'est parce qu'en fait, Jovenel Moïse n'avait pas encore les moyens pour faire imprimer ses pancartes. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, le pouvoir dont on parle, en fait, qui serait un pouvoir PHTK, mais c'est absolument faux. Ce que je peux rappeler, c'est que pendant 3 ans, presque 4 ans, personne ne voulait aller aux élections. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ils voulaient avoir un conseil électoral qui leur appartenait. Au moment où ce conseil électoral a été monté et qu'ils avaient l'assurance qu'il leur appartenait, alors on a eu la ruée vers les élections. Et à ce moment-là, on a eu plein de partis politiques. Les gens se demandaient, mais où étaient tous ces partis politiques? Pourquoi ils se bousculaient, etc. Parce qu'en fait, là, on a eu un CEP, et donc ils avaient le CEP qu'ils voulaient. Eh bien, pour arriver à ce changement-là, on a dû justement changer de gouvernement, avoir un gouvernement de consensus dont le Premier ministre était quelqu'un de l'opposition. Et qu'avec beaucoup de ministres de l'opposition. Et donc croire que en fait, les ministères sont là à attendre que PHTK appelle pour apporter de l'argent, c'est absolument faux. D'ailleurs, la campagne de PHTK, si vous avez l'occasion de discuter avec des candidats en fait PHTK, vous allez comprendre que les candidats de PHTK ne sont pas plus dotés que les autres. Peut-être qu'ils ne sont pas moins dotés que certains partis politiques, gros partis politiques, mais ils ne sont pas plus dotés que les autres. À titre d'exemple, dites-nous, quand par exemple Jovenel était au Cap-Haïtien, flanqué du chef de l'État et beaucoup de véhicules officiels, services de l'État et autres, est-ce que là, c'est pas disposer de certains moyens de l'État? Il y a une décantation à faire. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait qu'il y avait 3 voitures, plus la mienne, en fait, dans un cortège de Jovenel. Et quelqu'un m'a dit, mais il y a 4 voitures dans le cortège de Jovenel. Je lui ai dit, mais je n'ai pas envie de monter dans la voiture de Jovenel, je monte dans ma voiture. Comme quoi, il y a d'autres collègues aussi qui viennent avec leur voiture, donc ça fait beaucoup de voitures. Et là, les gens disent que, ah ben non, il y a beaucoup de voitures. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, Michel Martelly, c'est un président. En exercice, fonction, hein. en exercice. Et donc, quand il va quelque part, il a droit à sa sécurité, il a droit à son backup. Si son véhicule tombe en panne, on ne va pas appeler le voisin qui l'apporte un autre véhicule. Il faut qu'il puisse monter dans un autre véhicule. Donc, ça c'est comme ça que la République fonctionne. Donc, tant qu'il est président jusqu'au 7 février 2016, donc, quand Michel Martelly se déplace, il y aura toujours ces agents de sécurité, donc la sécurité républicaine, il y aura toujours en fait son backup, etc. Donc, il se trouve que le président de la République peut être aussi partisan.
En l'occurrence, je vous le concède, il est partisan de Jovenel Moïse. Il appelle même à voter Jovenel Moïse. Donc, il participe aussi à certaines activités, pas à toutes les activités, mais à certaines activités de Jovenel Moïse. Et ben, quand il est là, évidemment, vous allez voir en fait au moins une voiture officielle, backup, et puis des agents de sécurité, des agents de sécurité. C'est normal en fait. Est-ce qu'on ne va pas retrouver certains agents de la PNH qui accompagnent Jovenel sur le terrain? Pas du tout. Ou bien ils sont en civil pour changer de stratégie? Pas du tout. Jovenel Moïse, en fait, avait déjà une compagnie de sécurité privée, parce que c'est un homme politique, c'est un homme d'affaires de premier plan. Il avait déjà une compagnie de sécurité qui le sécurisait, qui assurait sa sécurité, la sécurité de sa femme et de sa famille. Donc cette compagnie de sécurité s'est renforcée parce que la menace est plus grande. Je ne sais pas, en fait, si vous avez pu voir, son cortège a été attaqué à Limbé. Hier soir, en fait, il a été attaqué dans le sud. À Limbé, on ne savait pas. Dans le sud. Alors, attaqué par quel moyen? On a tiré? On a tiré. À Limbé, on a tiré. Il y a eu des impacts de balles, tout ça? Ah oui. Des études balistiques? On a dû, en fait, annuler l'activité à Limbé. Par peur de... Parce qu'en fait, on voulait pas, il y avait des tirs, on ne savait pas d'où ça provenait, on ne voulait pas exposer inutilement, c'était à Limbé. On ne voulait pas exposer inutilement en fait la population, donc on a dû annuler l'activité. Il y a un autre événement assez troublant qui s'est produit dernièrement, enfin il y a 3 ou 4 jours, aux alentours de sa résidence privée. Mais là, c'est le moment de faire la lumière parce qu'on a tenté de dire qu'on avait tiré sur le local même, sur la maison, sur... le domicile de Jovenel, mais ce n'est pas ça exactement. C'est aux abords de mais ce n'était pas Jovenel qui était visé. Jovenel n'était pas là, en fait, il était dans un meeting à Keskov à ce moment précis. Mais bon, la police était intervenue rapidement, etc. Mais on veut que la lumière soit faite, on veut que la justice se prononce pour dire en fait quel a été le motif, en fait, quel a été le mobile de tout ça. Bon, ça on ne sait pas les auteurs. Par contre, l'incident d'hier, en fait, dans le sud, ça on sait les auteurs. C'était quoi exactement dans le sud? Dans le sud, en fait, il y avait des agents de police qui accompagnaient un autre candidat. Des agents de police en uniforme? En uniforme qui accompagnaient un autre candidat et des partisans d'un autre candidat qui ont en fait lancé des slogans du gaz lacrymogène sur les gens qui accompagnaient. En mais fait, on ne peut pas trouver des gaz lacrymogènes comme des petits pains. D'où proviennent il y avait des agents de police qui accompagnaient ce candidat-là. Donc il faudrait, je ne citerai pas de nom, il faudrait que justement une enquête soit menée pour savoir est-ce que c'est la police qui tirait les gaz, ou est-ce que c'était des gens, en fait, des sympathisants de ce candidat-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est inadmissible. Dans une démocratie, en fait, un candidat a le droit de faire ses activités. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a pu faire là, Jovenel? Il a dû laisser tomber il a rebroussé chemin. Parce qu'en fait, on ne veut pas la confrontation. Il n'y a pas eu de tir, non? Non, on ne veut pas la confrontation, justement. Jovenel fait de son mieux pour pas qu'il y ait à confrontation. Si jamais ça avait été les gens de Jovenel Moïse qui faisaient ça, ce matin, en fait, toutes les stations se seraient réveillées avec cette info pour dire que les gens de Jovenel Moïse avaient attaqué un autre candidat. Malheureusement, c'est Jovenel qui avait été attaqué. Mais par moment, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Il y a des candidats qui prennent plaisir à se faire passer pour des victimes. Et oui, ils organisent un certain montage, comme par exemple faire tirer sur mon domicile, ou bien en pleine campagne, créer une certaine confusion dans la foule, et puis voilà, j'ai été victime. Ce n'est pas ça votre cas. Il faut accorder en fait une présomption au candidat qu'il a été vraiment oui, tout à fait. Et puis on attend là, c'est l'enquête qui va... C'est l'enquête qui doit... Mais encore une fois, l'incident regrettable dans le Sud, ça, il y avait un candidat qui passait avec son cortège. On ne peut pas dire que c'est juste de l'infiltration. C'est un candidat qui passait avec son cortège, qui attaquait le meeting de Jovenel. Donc, mais maintenant, selon vous, quelles sont les chances de Jovenel de remporter cette élection? Parce qu'il y a quand même d'autres gros cylindres dans la course. Vous n'êtes pas inquiet? Pas du tout. Vous n'avez pas un ou deux autres candidats qui troublent votre sommeil quelque part? Il s'agit d'une élection. Par définition, c'est au peuple haïtien de choisir et de décider qui va prendre en main le destin de ce pays. Pour nous autres, on continue à travailler, on est très confiants parce que le peuple n'est pas ingrat, le peuple comprend les gens qui travaillent pour lui, le peuple comprend ce que Jovenel Moïse lui propose comme alternative à ce pays, une alternative qu'on attendait depuis très longtemps. Aujourd'hui, Jovenel Moïse, là, il demande juste au peuple d'acquiescer, de le suivre
en fait. Moi, je crois qu'il sera le prochain président de la République d'Haïti. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui le croient aussi. Je ne sais pas pour vous, Karl, mais on est nombreux à croire que Jovenel Moïse, il travaille, il a un profil très reluisant, je dirais, et donc il est mieux placé que tout autre candidat à remporter l'élection présidentielle. Je crois que pour moi, honnêtement, il y a pas mal de candidats. Il y a à peu près une dizaine de candidats qui ont quand même ce qu'on pourrait appeler une étoffe pour devenir président de la République. Mais là, c'est le programme qui va jouer gros et ensuite l'électorat. Hein. L'électorat peut tout changer. Absolument. Le dimanche 25 mai. Essayons de parcourir, mais brièvement, ce qu'il a dans son programme. Son programme est axé, articulé autour de quoi exactement? Trois éléments fondamentaux ou quatre. Le premier, c'est la modernisation. Ce ne seront pas les 5 E, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Et il dit souvent qu'il va améliorer, qu'il va continuer, améliorer, innover par rapport aux 5 E, en fait. C'est-à-dire ce qui a été bon, bien fait pendant le quinquennat de Michel Martelly, il va continuer. Ce qui mérite des corrections, il va apporter ces corrections. En même temps, il va innover. Il a beaucoup d'innovations et son programme en tant que tel, en fait, est plus basé sur les innovations que sur les autres éléments. Il veut moderniser l'agriculture. À travers la modernisation de l'agriculture, il veut créer 10 zones de production agricole dans ce pays. On a attendu plus de 200 ans pour avoir une zone franche agricole, celle d'Agritrans dans le nord, d'Est. Eh bien, il dit que dans ce pays, on doit avoir au moins 10 zones de production. Ça peut être des cacahuètes, ça peut être du café, ça peut être de la canne à sucre, mais des zones de production où à la fois on produit, où on fait de la transformation aussi en fait agricole, de l'agro-industrie. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a un problème avec la banane. Le problème, c'est que quand on produit beaucoup de bananes, mais la banane, en fait, c'est un produit périssable. Il faut la transformer rapidement. Sinon, en fait, on la perd. Donc, il faut avoir des zones de production où on puisse transformer nos denrées alimentaires. Aujourd'hui, on a des zones de production de légumes, mais ces légumes-là, en fait, sont perdus parce que on ne sait pas les transporter à temps, on ne sait pas les conserver. Alors, en période électorale, avec comme invité un conseiller politique, on a beaucoup de choses à se dire. Mais on aura l'occasion d'en reparler puisque nous sommes parvenus malheureusement à la fin. À la fin, on a beaucoup parlé. Mais bon, le 25 octobre, ce n'est pas demain. Hein. Ce plateau-là, vous aurez l'occasion de le refouler. Hein, mais par rapport à son programme, je dis quand même 3 mots sans développer. Donc, en guise de mot de conclusion, là, mais pourquoi, et en 10 secondes, pourquoi voter Jovenel Moïse? C'est beaucoup plus important. Hein, parce que Jovenel Moïse est le seul qui a un projet novateur et réaliste pour ce pays. C'est quelqu'un qui a un profil qui puisse transformer, en fait, le champ sociopolitique. C'est un rassembleur. Il a prouvé déjà et il veut travailler avec tous les gens, y compris ceux qui sont de l'opposition ou qui ont été de l'opposition, ceux qui sont en face de lui. Jovenel Moïse, président de la République, va réunifier ces gens-là autour de lui, autour d'un programme pour changer ce pays, pour sauver ce pays. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un rassembleur et ce rassembleur-là, c'est Jovenel Moïse. Il ne sera pas une marionnette entre les mains de X, non? Pas du Absolument tout. Pas. C'est une personnalité forte. Voilà. Très forte. Merci infiniment, hein, Monsieur Rénal Lubéris, d'être passé là sur le plateau de Tendance pour parler un tout petit peu de ça, de votre candidat. Hein. Vous êtes conseiller politique. Voilà. Merci Karl, merci amis téléspectateurs. Voilà, c'est la fin de cette causerie, et la fin de Tendance pour aujourd'hui. Et je le rappelle, notre invité, c'était Monsieur Rénal Lubéris, qui est le conseiller politique du candidat à la présidence sous la bannière de PHTK, Monsieur Jovenel Moïse, communément appelé Nek Banana. Allez, au revoir.